Vous l'avez suspendu puis licencié. Sur quoi exactement? Où est la preuve du vol? Pas une supposition, une preuve. C'était un rapport de sortie, on devait agir vite. Donc vous avez détruit une carrière avec un simple clic. Je soigne des gens, je ne vole pas des vies. La voix coupe l'air comme une sirène trop proche, plus agressive que l'urgence elle-même. Le secouriste est déjà à genoux, gants enfilés, oxygène prêt, mains stables. Il n'est pas venu discuter. Il n'est pas venu négocier. Il est venu faire ce qu'il fait depuis des années. Empêcher un cœur de lâcher, empêcher un souffle de s'éteindre. Mais la main du policier se lève entre lui et le patient, paume ouverte comme une barrière humaine. Recule. Je t'ai dit, recule. Et pendant une seconde, tout s'arrête. Le bip rapide d'un moniteur, le froissement d'une couverture de survie, le bruit d'une rue qui ne comprend pas encore qu'un homme est en train de perdre du temps. Et peut-être beaucoup plus que du temps. Quelques mois plus tard, une somme tombe, froide, administrative, presque indécente face à ce qu'elle tente de réparer. 2,2 millions d'euros. Et au centre du dossier, une question qui brûle plus longtemps que n'importe quel flash médiatique. Comment est-ce qu'un secouriste peut être empêché de secourir? Parce que, pour quelqu'un, son uniforme ne suffit pas à prouver qu'il a le droit d'être là. Pour comprendre, il faut remonter au tout début, avant la dispute, avant les vidéos, avant les avocats, avant la phrase « recule » devenue un symbole. Il faut revenir au moment où l'urgence arrive et où l'autorité décide de la ralentir. Cette histoire est une reconstitution inspirée de récits et de schémas connus, de rapports, de témoignages et de ce que l'on voit, encore et encore, quand une intervention de secours croise une suspicion et qu'un préjugé prend la place d'un protocole. Les noms sont modifiés, la ville aussi, mais la mécanique, elle, est familière. La ville s'appelle Westbridge, une grande ville moyenne, des quartiers qui changent vite, des avenues propres et des rues où les trottoirs sont fatigués. L'été, la chaleur colle au pare-brise. L'hiver, l'air pique et les sirènes semblent plus aiguës. À Westbridge, les ambulances roulent tout le temps. On s'y habitue. On n'y fait même plus attention, jusqu'au jour où quelqu'un comprend que l'ambulance est arrivée, mais que l'aide ne passe pas. Le secouriste s'appelle Ethan Carter, 34 ans, EMT, technicien ambulancier paramédical, celui qu'on appelle quand quelqu'un s'écroule dans un supermarché, quand une grand-mère fait un AVC, quand un enfant ne respire plus correctement, quand un homme s'endort et ne se réveille pas. Ethan est noir, américain, né à Westbridge, élevé dans le même rayon de rue qu'il parcourt aujourd'hui avec une radio sur l'épaule. Il a ce mélange particulier que certains secouristes finissent par porter comme une seconde peau. Une patience immense et une nervosité contenue. Le calme de ceux qui ont vu trop de panique pour en ajouter. Dans son casier, il y a des choses simples, des gants, des barres énergétiques, un vieux carnet avec des notes et une photo froissée d'une femme et d'un enfant devant une fête foraine. Ethan ne parle pas beaucoup de lui. Il parle des patients. Il parle de la fenêtre de temps. Parce qu'en secours, tout est une fenêtre. Une fenêtre de 2 minutes. Une fenêtre de 30 secondes. Une fenêtre qui se referme sans prévenir. Ce jour-là, Ethan est en binôme avec Maya Rios. C'est paramédic, 39 ans, expérimentée, directe, pas du genre à sourire pour désamorcer, elle préfère régler. Leur ambulance est une unité standard, rien de spécial. Gyrophare, matériel, sac d'urgence, oxygène, défibrillateur, médicaments. Et surtout, une routine. Quand la radio crachote, ils partent. Quand ils arrivent, ils évaluent. Quand ils décident, ils agissent. C'est ce qui les maintient en vie et ce qui maintient les autres en vie. L'appel arrive à 16h18. Un homme, la cinquantaine, effondré devant une supérette de quartier. Difficulté respiratoire.
Possible arrêt cardiaque en cours. Des passants paniquent. Un employé de la supérette crie qu'il devient bleu. Dans l'ambulance, Ethan et Maya se regardent une seconde. Ils ne commentent pas. Ils enclenchent. Sirène, gyrophare. Et cette sensation familière. Le monde se pousse et, en même temps, ne se pousse pas assez vite. Quand ils arrivent, ils voient les gens avant de voir le patient. Une foule qui se forme toujours de la même façon. Un cercle irrégulier, des téléphones levés, une distance hésitante, des visages qui cherchent un responsable. Au centre, sur le bitume, un homme allongé sur le côté, bouche entrouverte, respiration irrégulière. Un bruit de gargouillis. Ses doigts tremblent. Son regard n'accroche plus. Maya sort le matériel. Ethan descend, sac d'urgence sur l'épaule. Il a déjà choisi, mentalement. Oxygène, aspiration, monitoring, position. Et si ça bascule? Défibrillation. Tout est rapide. Tout est clair. Et c'est là que l'obstacle apparaît. Un véhicule de police est déjà sur place. Une voiture banalisée. Mais avec les codes, la posture, la radio, la ceinture, la main qui n'est jamais loin. Le policier s'appelle Officer Grant Hale. 42 ans. 12 ans de service. Le genre d'homme qui a appris à parler court et à occuper l'espace. Un torse un peu trop en avant. Un regard qui scanne les gens comme des suspects au potentiel, même quand l'urgence n'a rien à voir avec une enquête. Hale ne voit pas d'abord Ethan comme un secouriste. Il voit un homme noir qui s'approche rapidement d'un corps au sol, avec un sac. Dans sa tête, l'image s'impose avant le contexte. Et ce qui devrait être une scène médicale devient, en une demi-seconde, une scène d'autorité. Hale lève la main. Stop! Ethan ralentit d'un pas, réflexe professionnel. On ne bouscule pas, on annonce, on clarifie. EMS, on prend le patient. Il montre son uniforme, le patch, le badge, le logo. Maya, derrière lui, est déjà en train de poser l'oxygène à terre. Mais Hale ne se décale pas. Il s'avance. Recule. Ethan cligne des yeux, comme si son cerveau cherchait l'erreur. « Monsieur, on doit intervenir. Il ne respire pas correctement. » Hale se rapproche encore. « Recule. Je sécurise la scène. » Et ça, c'est la phrase que certains brandissent comme un bouclier total. « Je sécurise la scène. » Comme si sécuriser signifiait empêcher. Comme si l'autorité était une priorité supérieure au souffle d'un homme. Maya intervient. Sa voix est ferme, nette. « Officier, on aide les secours. Il faut nous laisser passer, maintenant. » Hale la regarde, puis regarde Ethan. Et son ton change, subtil mais réel. Pas plus poli, plus méfiant. C'est comme si Maya était la vraie professionnelle et Ethan l'accompagnant. Comme si la compétence avait une couleur. « Qui êtes-vous » demande Hale à Ethan. Ethan répond sans hausser la voix. « EMT Carter, Westbridge EMS. Badge. » Ethan touche déjà son badge, visible sur sa poitrine. Mais Hale ne dit pas « Merci ». Il dit « Recule d'un pas ». Un pas, puis un deuxième. Et pendant ce temps, sur le bitume, l'homme au sol fait un bruit plus faible. Maya le voit. Ethan le voit. Eux, ils ne voient pas un incident. Ils voient une courbe qui descend. Autour, les gens commencent à parler. Laissez-les aider. Il va mourir. Un homme crie. C'est un ambulancier. Regardez! Une femme filme, main tremblante, caméra verticale, respiration saccadée. Et dans ce chaos, The Hale choisit une direction. Le contrôle. Il met sa main sur l'avant-bras d'Ethan. Juste assez fort pour être une prise. J'ai dit recule. Ce contact change l'air. Parce qu'un secouriste ne s'attend pas à être tenu en laisse. Il s'attend à être laissé libre, parce que sa liberté est le temps de quelqu'un d'autre. Ethan ne tire pas. Il ne repousse pas. Il fait ce que font les gens entraînés à survivre aux escalades. Il se fige, respire, garde ses mains visibles, parle calmement. « Officier, vous nous empêchez de traiter une urgence vitale.
Hale répond plus fort. Tu recules, point. Le tu tombe lourd. Pas juste familier, dégradant. Comme une mise à niveau. Maya sort sa radio et appelle le dispatch médical. On est bloqué par un officier, patiente en détresse respiratoire. Elle demande d'intervention du superviseur. Elle ne dit pas « racisme », elle dit « bloqué », parce qu'elle sait que le dossier se construit avec des faits. Ethan, lui, regarde le patient. Il voit la bouche qui s'ouvre, l'air qui n'entre pas. Il sait ce que ça veut dire. Il dit « plus vite, on a besoin d'accès. Maintenant ». Hale tourne la tête vers la foule, comme s'il cherchait un motif. Et il le trouve. Il pointe du menton le sac d'Ethan. « Qu'est-ce que t'as là ?» Ethan inspire, une fraction trop longue. « Du matériel médical. » « Ouvre-le. » Maya explose. C'est un sac d'urgence. Il doit rester propre. Hale répond sans la regarder. « Je fais mon travail. » Toujours cette phrase. Toujours ce refuge. Le temps continue. Et le temps, lui, ne négocie pas. Le patient fait un mouvement sec, puis se relâche. Maya s'accroupit, tente de prendre le pouls à distance, même bloqué. Il chute. Elle le dit bas, comme une constatation. Ethan le sent dans sa gorge. Parce qu'il sait ce qu'il va devoir expliquer ensuite. Pas juste médicalement, humainement. Finalement, une seconde voiture de police arrive. Une sergente, sergent Alana Pierce, 50 ans, visage dur, mais yeux lucides. Elle descend et voit la scène en 1 seconde. La foule, l'homme au sol, l'ambulance et Hale, planté devant Ethan. Pierce ne crie pas, elle ne dramatise pas. Elle dit juste « Hale, dégage !» Hale se retourne, surpris d'être interrompu. « Sergent, je sécurise !»« Tu sécurises rien, laisse-les travailler !» Et tout à coup, le passage s'ouvre. Comme si ça avait toujours été possible. C'est comme si on avait juste attendu la bonne autorité. Pour reconnaître l'autorité médicale. Ethan se précipite, enfin. Il pose les mains sur le patient. Oxygène, aspiration, monitoring. Ses gestes sont précis, rapides. Mais la fenêtre s'est rétrécie. Et dans ce métier, une fenêtre qui se rétrécit, ça veut dire conséquence. Ce qui se passe ensuite, Ethan ne l'oubliera pas, quoi qu'en disent pour les rapports. Le patient est transporté. Les manœuvres sont engagées. Maya fait tout ce qu'elle peut. Ethan fait tout ce qu'il sait. Mais la courbe est mauvaise. Trop de minutes ont été prises. Pas par la maladie, par l'humiliation, par la suspicion, par le besoin d'un homme de prouver qu'il contrôle la scène. À l'hôpital, la nouvelle tombe, sèche. Le patient n'a pas survécu. Ou, dans certaines versions, il survit, mais avec des séquelles majeures. La réalité d'un dossier comme celui-là dépend de détails médicaux, mais le cœur du scandale, lui, ne change pas. Le secours a été retardé sans raison valide. Et ce retard, il est lié à un comportement capturé. Le soir même, Ethan rentre chez lui et s'assoit sans allumer la lumière. Il a encore l'odeur de la rue sur ses gants, même s'ils sont jetés. Il a encore la voix de Hale dans l'oreille. Recule. Ce mot revient comme une boucle, parce qu'il ne signifie pas seulement recule physiquement. Il signifie recule dans ta place. Recule dans ton droit. Recule dans ton existence. Le lendemain, au dépôt EMS, ça commence à circuler. Pas sur les chaînes d'infos. Entre secouristes. Entre gens qui savent ce que valent 2 minutes. Un collègue d'Ethan lui dit « J'ai vu la vidéo ». Ethan ne répond pas. Il hoche la tête. Parce qu'il y a bien une vidéo. La femme qui filmait, celle qui tremblait, n'a pas éteint. On voit Hale. On voit l'uniforme d'Ethan. On entend « recule ». On entend Maya demander à passer. On entend la foule crier « laissez-les aider ». Et surtout, on voit la chose la plus importante. Le patient au sol, qui n'a rien d'un suspect, rien d'une menace.
juste un homme en train de perdre de l'air. La vidéo est floue par moments, mais le sens est net. Au commissariat, une autre vidéo existe. La bodycam de Hale. Sauf que, dans les heures qui suivent, on apprend qu'elle a dysfonctionné. Qu'elle était mal enclenchée. Qu'elle n'a pas capté l'essentiel, le classique. La phrase qui arrive toujours quand l'essentiel est trop compromettant. Mais la vidéo civile, elle, existe. Et quand il y a une vidéo civile, le récit officiel a plus de mal à s'installer. Le service de police ouvre une enquête interne. Le communiqué est prêt avant même l'enquête. Incident regrettable. Intervention conforme aux procédures. On parle de sécurisation. On parle de confusion. On parle de malentendu. On ne parle pas de l'évidence. Un secouriste empêché parce qu'un policier a décidé que le secouriste n'était pas ce qu'il prétendait être. Ethan, lui, est convoqué. Non pas pour être soutenu, pour être entendu, comme un témoin gênant. Dans une salle blanche, chaise en plastique, lumière froide, un supérieur lui pose des questions. « Vous avez bien décliné votre identité ?» Ethan répond. « Oui. » « Vous aviez votre badge ?» ?»« Oui. » « Vous avez été agressif ?» Ethan relève la tête. Cette question, c'est une arme. Elle sert à inverser. « Non, je faisais mon travail. » Le supérieur note sans expression. C'est là que le dossier change de dimension, parce que Maya, la partenaire d'Ethan, ne veut pas laisser passer. Elle rédige un rapport, un vrai, chronologique, factuel, avec des horaires, avec les phrases, avec le contact physique, avec la mention la plus lourde. Retard de prise en charge dû à l'interférence d'un officier. Elle sait ce qu'elle fait. Un rapport comme ça est une bombe lente. Il ne fait pas exploser tout de suite. Mais il rend impossible le mensonge confortable. Puis arrive le premier twist. Le patient n'était pas personne. Il avait une famille. Une fille, Kendra, il y a 32 ans. Infirmière. Elle comprend vite. Elle demande les comptes rendus. Elle obtient la vidéo. Et quand elle voit Hale barrer le passage à Ethan, elle ne pleure pas seulement. Elle se met en mouvement. Elle appelle un avocat. Pas un avocat de famille. Un avocat de droit civique, habitué à ce type d'affaires. Et cet avocat lui dit une phrase qui ressemble à une condamnation. Ce n'est pas juste une faute, c'est un schéma. Parce que l'avocat fouille. Il demande des plaintes antérieures contre Hale. Il demande des rapports, des mails, des interventions, des appels radio. Et il découvre que Hale a déjà été signalé. Pas une fois, plusieurs. Toujours la même musique. Ton agressif. Contrôle excessif. Escalade inutile. Suspicion sans base. Des plaintes classées. Des avertissements verbaux. Des formations à faire. Et surtout, une phrase retrouvée dans un compte-rendu d'un collègue, des mois avant l'incident. Hale a tendance à confondre autorité et provocation, surtout avec certains profils. Certains profils. Le langage administratif pour dire ce que personne ne veut écrire. Le deuxième twist est plus dur. Parce qu'il ne vient pas d'un dossier de plainte. Il vient d'un enregistrement radio. Ce jour-là, avant même que l'ambulance arrive, Hale aurait dit sur un canal quelque chose comme « J'ai un gars qui se fait passer pour EMS ». Se faire passer. Comme si l'uniforme pouvait être un costume. Comme si l'idée qu'un noir soit secouriste était suffisamment suspecte pour être annoncée comme une menace. Quand cette phrase sort, l'affaire bascule. On n'est plus dans confusion. On est dans supposition. Et une supposition, quand elle bloque un secours, devient une responsabilité. À partir de là, le récit public change. Les médias locaux s'en emparent. Pas tous. Au début, c'est un titre discret. Incident lors d'une intervention de secours, enquête ouverte. Puis la vidéo tourne plus largement, et on voit ce qui est impossible à défendre. Un secouriste, en uniforme, empêché d'approcher un patient. On voit Maya, on voit le patch EMS. On entend « recul ». Et on entend la foule dire ce que beaucoup n'osent pas dire dans les bureaux. Laissez-les sauver cet homme.
le chef de la police donne une conférence de presse. Il parle de respect des procédures. Il parle de sécurité. Il parle de contexte. Il annonce une mise à pied administrative pour Hale le temps de l'enquête. C'est une formule. Ça ne veut pas dire culpabilité. Ça veut dire on gère l'image. Mais ce jour-là, l'image échappe. Parce qu'il y a un élément que même le meilleur communiqué ne peut pas couvrir. La colère froide de ceux qui connaissent l'Inde et la médecine d'urgence. Les secouristes publient anonymement des messages. Chaque minute compte. Un policier n'a pas à contrôler un sac de secours quand quelqu'un étouffe. Les protocoles existent. Il les a ignorés. Le milieu médical commence à parler. Et quand le milieu médical parle, ça ne ressemble pas à un slogan. Ça ressemble à un verdict clinique. Ethan, lui, est dans une autre bataille. Une bataille invisible. Le stress post-intervention. Les nuits où il revoit la main de Hale. Les matins où il se demande s'il aurait dû pousser. Les instants où il sait qu'un seul mouvement mal interprété aurait pu le mettre, lui, au sol. Parce qu'il y a ça aussi. Dans ces scènes-là, la victime potentielle n'est pas seulement le patient. C'est aussi le secouriste, qui doit choisir entre sauver et survivre à l'autorité. Ethan commence à faire ce que beaucoup font sans le dire. Il anticipe. Il garde son badge plus visible. Il parle plus lentement. Il évite les gestes brusques. Il sourit plus parfois, sans raison. Comme si sa compétence devait être accompagnée d'une posture rassurante. Puis vient la procédure. La famille du patient dépose plainte. Ethan, de son côté, engage aussi une procédure. Discrimination, entrave à l'exercice, préjudice moral, mise en danger. Parce que l'affaire n'est pas seulement un patient. Et c'est aussi un homme empêché de faire son travail, parce qu'on a douté de sa légitimité. Les avocats demandent les bodycams, ils demandent les logs, ils demandent les rapports internes. Et là, une chose arrive presque toujours dans ces histoires, la résistance. Des documents qui tardent, des vidéos incomplètes, des messages effacés selon la politique de conservation, le langage bureaucratique du brouillard. Mais la vidéo civile, elle, ne disparaît pas. Et une autre vidéo apparaît. Un angle plus large, filmé depuis l'entrée de la supérette. On voit Hale saisir l'avant-bras d'Ethan. On voit Ethan reculer. On entend quelqu'un crier « Il est en train de mourir !» Et on entend Hale répondre « Fermez-la, reculez !» Cette phrase, dans un dossier, n'est plus un ordre. C'est un marqueur de dérive. Au tribunal, l'affaire prend une forme plus froide. Des dates, des dépositions, des experts, des rapports. Un médecin urgentiste témoigne. Chaque minute sans oxygénation correcte augmente le risque de mort ou de séquelles. Un expert en protocole police EMS témoigne. La priorité est de laisser l'équipe médicale accéder. La sécurisation ne doit jamais entraver l'acte vital, sauf danger immédiat. Quel danger immédiat y avait-il? Aucun. Pas de couteau, pas de tir, pas de menace. Juste un préjugé. Et là, l'institution commence à comprendre. Pas que c'est moralement sale, qu'elle peut perdre. Et perdre cher. Parce que les jurys, quand ils voient un secouriste empêché de secourir, ont un réflexe simple. Ils se mettent à la place du patient. Ils se mettent à la place du parent. À qu'ils se mettent à la place de la rue. Et ils se demandent, si c'était moi, est-ce qu'on aurait dit « recule » C'est là que l'on arrive aux chiffres. 2,2 millions d'euros. Un règlement. Une somme qui arrive souvent avant la vérité complète, parce que la vérité complète coûte plus cher. Ce règlement, il n'est pas une confession officielle. Les institutions n'avouent presque jamais. Mais un règlement de ce niveau dit quelque chose sans parler. Nous ne voulons pas aller au bout. Nous ne voulons pas que le jury entende tout. Nous ne voulons pas que tout devienne public. Dans la négociation, des conditions apparaissent. Révision des protocoles police MS. Formation obligatoire. Sanctions disciplinaires.
supervision renforcée. Et surtout, un engagement écrit, clair, et sur le fait que les secours ne doivent jamais être bloqués sans raison objective. Hale, lui, ne reste pas intact. Selon les versions, il est licencié, suspendu longuement ou poussé vers une sortie discrète. Parce que les institutions adorent les sorties discrètes. Elles aiment que les scandales se terminent sans bruit. Mais la vidéo, elle, reste. Et à Westbridge, les secouristes ne l'oublient pas. Ethan reçoit une part de l'accord. Pas comme un jackpot, comme une compensation, comme un pansement sur quelque chose qui n'est pas seulement financier. Il utilise une partie pour une thérapie. Parce que la vérité la plus dure dans ces histoires, c'est celle-ci. Même quand vous gagnez, vous ne récupérez pas votre innocence. Vous récupérez un papier, un chiffre, une phrase. Mais vous ne récupérez pas la seconde où on vous a dit « tu recules » alors que quelqu'un allait mourir. Et puis, il y a la suite silencieuse. Le lendemain du règlement, Westbridge est la même. Les sirènes, les routes, les trottoirs, les supérettes. Les gens oublient vite parce qu'ils doivent vivre. Mais Ethan, lui, ne vit plus exactement pareil. Il continue le travail, il répond aux appels, il s'agenouille encore sur des bitumes, il ouvre encore des sacs d'urgence. Mais chaque fois qu'un policier est sur scène, son corps se prépare. Pas par haine, par instinct, parce qu'il a appris que l'autorité peut être un mur, même quand vous êtes du côté de la vie. Le dernier écho de cette affaire n'est pas le chèque. C'est une phrase, à nouveau. Moi, une phrase qu'on répète désormais dans les formations conjointes police-secours à Westbridge, comme un rappel. Ne bloquez jamais le secours. Et parfois, on ajoute « Le badge n'a pas une couleur, la compétence non plus ». Alors, au fond, qu'est-ce que raconte cette histoire? Elle raconte qu'un uniforme ne protège pas toujours. Elle raconte que la suspicion peut s'inventer très vite et s'imposer comme vérité, surtout quand elle vise ceux qu'on n'imagine pas à leur place. Elle raconte que le racisme moderne ne crie pas toujours. Parfois, il se contente de lever une main, de barrer un passage, de dire « recule » et de prendre à quelqu'un ce qu'il ne pourra jamais rendre. Une minute, un souffle, une vie. Et si vous vous demandez pourquoi ces histoires marquent autant, c'est simple, parce qu'elles mélangent deux choses incompatibles, l'urgence de sauver et le pouvoir d'empêcher. Quand ces deux forces se rencontrent, on découvre ce que vaut réellement une institution. Et on découvre aussi, très brutalement, ce que vaut un préjugé. Quand il a une radio, un uniforme et l'habitude d'être obéi.